Bonjour Charles, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur LS Tech in Progress. Et pour commencer, parce que là, c'est la première fois, je crois, que j'ai un entrepreneur qui entreprend depuis l'étranger. Mais avant de parler de tout ça, avant de parler de Ricker, etc., est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours, qui tu es, tout simplement? Ouais, bah, enchanté, Mariadec, et un grand plaisir. Du coup, je m'appelle Charles, je suis CTO et cofondateur de Rigger. Donc, ouais, j'habite en Allemagne depuis 6 ans et j'ai grandi à Paris. Parcours assez classique, prépa, grande école, école des mines de Paris. Je me suis mis à l'informatique sur le tard. Au Ok. début, j'ai commencé avec la géologie, mais j'étais assez mauvais. Avec la géologie, carrément? Ouais, je me suis un peu acharné. Aux mines, c'est censé être une des spécialités. Et ouais, ça marche. J'ai beaucoup essayé, mais j'étais super nul. Et, euh, et à côté, j'ai découvert l'informatique qui était assez inné pour moi. Ok. Très simple, juste ça marchait bien, donc j'ai switché sur ça, un peu aux grandes dames de mes parents qui se sont demandé pourquoi je switchais de trajectoire après avoir fait 3 ans de géologie. Bon, Et je pense que tu leur as donné raison, on va en parler après, mais bon, pour l'instant, oui, ça me oui, semble pas bon, être bon, un ça, mauvais choix. mon père a abdiqué sur mes choix de carrière. Et ouais, du coup, j'ai commencé à Criteo. Euh, j'ai fait 5 ans là-bas. J'ai eu beaucoup de chance d'être recruté parce que j'avais pas beaucoup de. J'ai été pris un peu plus sur le potentiel que sur D'accord. mes compétences parce que j'avais fait un peu d'informatique, mais pas grand-chose. Et ouais, non, c'était assez génial. C'était une boîte géniale. Ça l'est toujours. Et ouais, j'ai tout appris là-bas. Et au bout de 5 ans, j'avais un peu envie de changer d'air. Et j'ai décidé de partir à Berlin. Et aussi, je voulais essayer quelque chose d'un peu plus petit. Donc, c'est là où j'ai changé, découvert le milieu des startups. Enfin, Ok, bah on va y arriver après, mais du coup, Criteo, ça me fait penser, c'était avec Franck Lewey, un sacré entrepreneur santé aussi, aujourd'hui avec c'est Lifen. ça, ouais. Ouais, Tu as non, pu le rencontrer un petit peu c'est si tu assez. étais au début de l'aventure, au milieu de l'aventure Criteo? Euh, à Criteo, pas beaucoup, parce qu'ils faisaient plutôt la partie machine learning. Moi, j'étais plutôt sur la partie plateforme. D'accord. Mais ouais, on a eu quelques calls. On travaille avec l'IFAN maintenant. Et non, ce qu'ils font, c'est assez génial. Ok. Je- En fait, c'est assez marrant parce que j'avais réfléchi à. On bosse avec des hôpitaux, on va en parler. Et j'avais réfléchi à faire ce qu'ils font. Et après, j'ai eu un call avec Franck qui m'a dit bah, en fait, ce qu'on fait, c'est ça. Et j'ai fait c'est parfait parce que c'est vraiment c'est ce qu'il faut. Ok. Juste, je voudrais revenir sur ton parcours, du coup, bah, quand tu t'es lancé dans le dev. Est-ce que tu bidouillais un petit peu de ton côté avant ou ça t'est tombé dessus comme ça pendant tes études? Tu t'es dit, bon, allez, géologie, ça me plaît pas, faut que j'aille vers quelque chose qui a de l'avenir, entre guillemets, donc le dev, il en faut, allons-y, lançons-nous là-dedans. En fait, c'est plus au mines, on devait faire pas mal de stages, des stages de césure, qui étaient toujours à moitié informatique. Et en fait, c'est toujours cette partie qui m'intéressait le plus. Premier stage, j'ai fait quelque chose chez Schlumberger à Boston, qui était plus maths, mais j'ai poussé sur informatique. Après, j'ai fait de la finance. Ça m'intéressait pas trop et j'ai plus poussé le côté informatique parce que c'est quelque chose que je savais bien faire. Et c'était un peu toujours ça. Ouais, ça marchait bien. Ok. Et ouais, j'ai un peu appris au final chez moi le soir avec des cours en ligne. Ok, bah, super, ça c'est vrai que c'est un sacré parcours que tu as fait, je pense que ça peut en inspirer plusieurs de bifurquer comme ça, de se lancer. Est-ce que tu as eu une appréhension quand tu t'es lancé comme ça, quand tu as changé du tout au tout, tu es parti de la géologie? Parce que ça me fait penser un petit peu quand même à tout simplement l'état d'esprit entrepreneurial, à cette capacité à se lancer dans le vide sans savoir où on peut aller. Mhm. Je pense que la façon dont le parcours ingénieur est formé, en tout cas aux mines de Paris, c'est vraiment, on n'a pas vraiment de spécialité. Tous les mois, on apprend un nouveau sujet. C'est vraiment cette perspective de, on peut devenir à peu près bon sur un peu n'importe quoi assez facilement et qu'au final, tout est un peu connecté. Je pense que c'est quelque chose qui aide beaucoup à pas avoir ces barrières. Mais c'est vrai que moi, bon, il y a certaines choses dans lesquelles je suis pas très bon, mais je suis un peu partisan du fait que je peux faire à peu près tout Ouais. passablement. Et au final, quand tu es co-founder d'une startup, tu es obligé de comprendre à peu près tous les sujets et d'avoir cette vue globale. Donc, effectivement, ça aide. Mais Donc c'est vrai. tu te Bah, considérais comme très bon dev ou plutôt du coup équilibré justement et tu peux maîtriser plusieurs sujets à la fois?
Disons que ma spécialité, c'est vraiment dev. C'est là où je suis le meilleur, mais si je regarde ce que je fais tous les jours, c'est assez éloigné maintenant. C'est un peu de tout. Et, euh, et ça marche. Je pense Ok. que... ouais. Je pense que j'aurais quelques petites questions à te poser sur ta sauce secrète, sur comment gérer une boîte. Ça va arriver dans la suite de l'épisode. Mais une grosse question, tu t'y attends. Hein. Je surprends personne, je surprends aucun de mes invités avec cette question-là parce que je l'anticipe. Est-ce que tu as un aventurier préféré ou une aventurière qui peut t'inspirer dans ton parcours entrepreneurial? Je sais pas, quelqu'un, tu peux aller, tu te dis, waouh, lui, ce qu'il fait, ça m'inspire, j'ai envie de faire pareil, j'ai envie de reproduire son schéma. C'était dans l'entrepreneuriat. Donc, oui, tu m'avais juste dit un Ok, bah, aventurier. ça prend tout. Euh, La définition, elle est assez large. Sur le podcast, j'ai eu des personnes qui aidaient, qui faisaient du bénévolat. J'ai eu des aventuriers type Mike Horn, évidemment. J'ai eu des Elon Musk. Donc, c'est assez vaste. ouais, je me suis assez pris de passion pour l'apnée depuis quelques années. Et il y a un apnéiste que j'adore qui s'appelle Guillaume Néry. Il a fait quelques vidéos sur YouTube qui sont assez incroyables où il se balade dans les océans, il plonge avec des baleines. C'est quelque chose qui me fascine. Ok. L'apnée en général et ce qu'il fait, ce qu'il produit. Tu pratiques un C'est petit peu de ton côté? Ouais, ouais, je pratique. Je suis pas à son niveau. Je descends jusqu'à 30 mètres, ce qui est déjà 30 beaucoup. mètres, ok. Ouais. Ça, c'est 31 le record. 31. C'est vrai que ça, c'est quelque chose aussi, Ouais. c'est une similitude que j'observe. Je pense que beaucoup font la même observation, c'est que souvent les entrepreneurs, ils sont quand même assez bons aussi dans un domaine sportif. Et est-ce que toi aussi, tu vois des parallèles entre sport et entrepreneuriat? Ouais, je pense que au final, ça demande plus il y a de l'intellect, évidemment, mais ça demande aussi beaucoup de volonté. Et je pense que le fait de s'acharner un peu, soit au travail, soit dans le sport, et vraiment de décider de se spécialiser, de devenir très bon, ouais, il y a beaucoup de parallèles. Je fais beaucoup de yoga, moi. Ok. Certains diraient un peu trop. Et c'est vrai que ça me donne un bon équilibre entre le travail qui est assez stressant et après ouais, l'apnée et le yoga qui me force vraiment à un peu faire la part des choses et vraiment essayer Bah, de faire un peu le vide ça doit d'une être aussi certaine façon. agréable pour tes équipes. Parce que est-ce que ça t'aide à justement garder la tête froide dans les moments chauds? Oui, la plupart du temps. Parfois ça dérape un peu, mais non, 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 c'est vrai que ça m'a beaucoup calmé. Ok. Une autre grosse question, j'aime bien poser des questions un petit peu philosophiques en début d'épisode pour connaître un peu mes invités. Qu'est-ce qui te passionne en général dans la vie? Sujet très vaste. Est-ce que tu as des passions? Euh, je pense que j'aime beaucoup apprendre et découvrir. Je suis quelqu'un d'assez créatif et, et ce sentiment de devenir bon dans quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc j'ai un peu tendance à changer de centre d'intérêt assez rapidement, mais ouais, je suis assez généraliste, mais j'aime beaucoup apprendre. Ok. Je pense qu'au final, c'est C'est ce qui t'a motivé. quelque chose qui définit le mieux. Ouais. Donc la grosse question, tu l'as initié un petit peu tout à l'heure en parlant du coup de ta fin chez Criteo et donc du début chez Ricoeur. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé vers le monde entrepreneurial? Est-ce que c'est un effet d'opportunité? Est-ce que c'était une volonté que tu avais, voilà, qui commençait à grandir chez toi, chez Criteo? Voilà, qu'est-ce qui t'a attiré vers cet univers? Euh, je suis arrivé sur Iker plus c'est des coïncidences, mais c'est aussi quelque chose que je voulais. Je pense on fait tous ça, sa chance. Mais ouais, en gros, je voulais partir à Berlin. Je voulais quelque chose de plus petit, juste parce que Criteo, il y avait une culture géniale, mais ça restait une boîte avec 600-700 devs, donc Ouais, avec plein de gens extrêmement bons. Donc, et aussi, on était quand même très spécialisé, parce que pour une base de données, tu as 15-20 personnes qui s'occupent de ça, parce qu'on a des problématiques de taille assez délirantes. Et je voulais plus avoir une espèce de culture générale sur comment tout marche. Donc ouais, j'ai commencé à chercher des startups. J'ai rencontré Max, qui est mon associé, qui est allemand, donc celui qui fait les sales, d'accord. dans sa boîte d'avant, qui s'appelait Veyoker et qui faisait quelque chose comme exactement ce que fait WeHelp en France, donc une agence d'aide à la personne pour personnes âgées. D'accord.
Donc en fait, initialement, quand tu es parti de Paris vers Berlin, tu voulais travailler plutôt dans une start-up et finalement tu es Mhm. tombé sur Max et vous avez créé une start-up. En fait, je l'ai rejoint dans sa boîte d'avant, D'accord. qui s'est planté, parce que le modèle, je pense toujours, enfin, oui, je sais qu'ils y arrivent, mais c'est très dur, j'en ai discuté avec eux. C'était aussi très dur pour nous, et je pense que c'était pas vraiment un cas où la tech aide vraiment, parce que c'est un D'accord. problème de personnes, et du coup, en fait, on a pivoté sur Icar, et je suis passé cofondateur aussi, parce que c'était vraiment une boîte où on fait de la vente et de la tech. Donc c'était un peu plus équilibré que la boîte d'avant qui était très opérationnelle. D'accord. Donc vous êtes tous les deux sortis de cette boîte-là ou vous avez gardé quand même des personnes de cette boîte initiale pour... On a gardé des gens. En fait, D'accord. tous les gens sont restés. Ok. Ce qui était, ouais, ce qui Ah, était ça c'est bien. drôle comme Et modèle. aussi, Du on coup, a. t'es arrivé dans la startup et du coup, finalement, tu te retrouves à être leader de d'une autre startup, d'une spin-off, on peut dire que ça comme ça, de cette startup. Ouais. Ok. Ouais, au bout de quelques mois, donc c'était vraiment de la chance. Et pareil, on parle de mes parents quand j'ai dit à mon père, je pars de Criteo, je vais à Berlin, je prends dans une petite boîte, il disait qu'est-ce que tu fais, Charles? Et quelques mois après, je suis cofondateur, il m'a dit bon, j'arrête J'abandonne. de Mais ça, débattre de ton parcours. c'est hyper intéressant. Est-ce que c'est des questions que j'aime bien poser aussi à mes invités, c'est de savoir à quel point le contexte familial peut aider dans une démarche entrepreneuriale. Est-ce que ils t'ont soutenu? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans ta famille ou est-ce qu'on t'a plutôt dissuadé de te lancer dans cette voie-là? Je pense qu'il y avait un petit risque, ou même non, il y avait plus une appréhension que. Ma mère vient du secteur médical, donc elle était très contente que j'arrête de faire de la pub et que je travaille dans la santé. Mon père a bossé dans une très grosse boîte dans la construction, donc c'était pas. Ouais, il a fait 25 ans dans sa dernière Ouais, donc entreprise, donc c'est plus. Non, la famille est pas très entrepreneuriale en général. Euh, Mais ça s'est bien passé. Et aussi, donc je suis parti à Berlin et quelques mois après, j'ai ma sœur Alice oui. qui gère maintenant la filiale France qui nous a rejoint. D'accord, elle vous a rejoint Donc ça aussi aussi, tous les deux. Ok. Donc ça, ouais, justement, on y ça fait arrivera. une belle. C'est des questions aussi que j'ai jamais posées de comment travailler en famille. C'est des grosses questions, je pense, qui doivent se poser. Mais je vais revenir sur justement le vrai début de Ricaire. Donc vous avez pris cette première startup, ça fonctionnait pas trop, le business model était pas viable. D'ailleurs, c'était quoi le business model de cette première boîte? Donc c'était de l'aide à la personne pour personnes âgées. Donc on voulait faire une plateforme où d'un côté on a des patients qui ont besoin de soins et nous en fait on recrute Des aides à des la aides à domicile et on les met en relation. D'accord. Donc marché biface et du coup, Et faut toucher les deux personnes et c'est là que c'est compliqué, quoi. comme toujours, et surtout B2C, donc en fait, notre vrai problème, c'était, d'un côté, on avait un problème de trouver des aides à la personne, parce que c'est un métier qui est très dur, c'est un métier qui est mal payé, et du coup, la combinaison des deux fait qu'il y a beaucoup de demandes. Et de l'autre côté, on avait aussi beaucoup de mal à trouver des patients, parce je pense qu'on en reparlera, l'Allemagne, c'est pas un pays très digitalisé, Ok, beaucoup moins que la France. Et on avait vraiment beaucoup de mal à trouver avec du du monde. marketing à faire trouver des gens. Ok, À trouver des gens. d'accord. Et Donc donc, c'était vraiment ces patients le problème pour nous. ok, bah ça c'est hyper intéressant. Justement, il y a une partie écosystème dans l'épisode qui est prévue, donc je te poserai des questions sur cette thématique-là. Et il me semble que tu m'avais dit que en prenant cette première boîte, vous aviez pris entre guillemets la partie qui traitait les hôpitaux et vous étiez lancé à fond dedans pour lancer Ricaire. Est-ce que c'est bien ça? Et Mhm. ensuite, est-ce que tu peux nous présenter ce que fait Ricaire? Et d'ailleurs, c'est Ricaire Solution Ouais. parce que désolé, je le fais en raccourci. Non, 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 c'est Ricard Solutions, c'est juste parce que le domaine est pris, comme souvent. Ouais. Ils essaient de nous le vendre pour des millions tous les ans. C'est vrai? Ouais. Donc ouais, en fait, on avait un problème pour trouver des patients avec la boîte qui s'appelait VeilloCare. On a commencé à démarcher des hôpitaux en leur disant si vous avez des... Parce qu'en fait, les hôpitaux, bah, ils ont plein de patients qui viennent tous les jours. Euh, En général, les gens qui vont à l'hôpital, ils ont un problème assez grave. Et souvent, parfois, ils ont besoin d'un changement de vie
qu'un changement de vie soit organisé après. D'accord. Donc ça peut être une infirmière qui vient à domicile tous les 2 jours. Peut-être qu'ils ont besoin d'aller en rééducation. Il y a beaucoup de logistique à faire pour placer les patients dans d'autres organismes, dans d'autres structures par la suite. D'accord. Donc on a démarché des hôpitaux en leur disant, si vous avez des patients qui ont besoin d'aide à la personne, contactez-nous, on s'occupe de trouver ces personnes pour vous. D'accord, donc Et vous en étiez fait, en l'intermédiaire. discutant avec... C'est ça. Et en discutant avec une directrice d'hôpital, elle nous a dit, c'est très bien ce que vous faites, mais nous, on a un vrai problème sur tout, en fait. On a 10 assistantes sociales dont le travail devrait guider les personnes et s'occuper d'elles, mais leur travail, c'est d'appeler toute la journée des maisons de retraite, de l'aide à la personne, pour trouver de la place. Euh, et donc, on en a un peu discuté avec Max, on s'est dit, bah, c'est parfait, parce que nous, ce qu'on sait faire, c'est du matching, trouver des structures pour les patients, ce qu'on avait déjà avec la boîte d'avant. Ok. Et en faisant ça, en fait, on fait juste de la mise en relation entre des structures de santé, plutôt que nous vraiment faire du recrutement de personnes et aussi avoir des problèmes de qualité et tout ce genre de problèmes. Donc on s'est D'accord. dit, en fait, c'est parfait parce que c'est pas très loin de ce qu'on fait et on enlève toutes les choses qu'on sait pas faire, qui était la partie opérationnelle. Ok, Du coup, on est parti sur ça. c'est hyper intéressant Et de ça, voir comment ça s'est construit. C'est que du coup, vous avez entre guillemets testé le marché avec une solution qui, voilà, qui vous paraissait la plus pertinente et finalement, en vous confrontant au marché, on vous a dit bah, le besoin il est plutôt là et donc vous l'avez suivi quoi, directement. ouais. Ouais, on avait eu cette discussion un jour avant Noël et on a décidé de partir bah, tous. Moi, je suis rentré en France et le 2 janvier, on s'est tous retrouvés à Berlin et on a changé de boîte. D'accord, ok, directement. Ok, mais ça c'est hyper intéressant de voir comment vous avez pu entre guillemets pivoter et vous aviez déjà toute la base on va dire architecturale pour le faire. Ou vous avez dû développer des features spécifiques pour chacune des entre guillemets chacun des profils que vous adressiez. On avait une partie, je pense que le back-end, en tout cas, on avait déjà l'idée de comment tout devrait être fait. Sur les applications web, on n'avait rien, donc on a dû passer un peu de temps à faire ça. Mais en gros, bah, ouais, on a commencé le 2 janvier, je pense que le 10 février, on avait quelque chose de prêt. D'accord. Euh, on a commencé à itérer avec bah, cette directrice d'hôpital et on a commencé notre premier transfert, il a eu lieu en juin. D'accord, ok, donc ça allait finalement assez vite. Parce que juste pour avoir la temporalité, c'était en quelle année que vous avez fait du coup C'était il y a 5 ans. D'accord, il y a 5 ans. Et quand tu es rentré dans la boîte précédente, c'était juste un an avant? Un peu moins, ouais. C'était en Ok. mai, ça va faire 6 ans. D'accord, ok. Ah oui, donc ça allait très vite. Mais tu rentres dans la boîte, après du coup vous pivotez et ensuite après bim, vous changez complètement et là du coup premier transfert il y a Ouais. 5 ans. Ok, ça allait hyper vite. Et du coup, au-delà de ça, quels ont été les plus gros défis auxquels vous avez fait face une fois que vous avez fait ce premier transfert, une fois que vous avez entre guillemets éprouvé le modèle? Quels sont les plus gros défis auxquels vous avez fait face? Bah, le début, c'était quand même convaincre les hôpitaux de venir avec nous. C'était très dur. Donc on a commencé dans une petite région à l'ouest de l'Allemagne, un peu à la Ok. campagne. Mais c'était une grosse chaîne, ils voulaient pas qu'on les nomme. Ah oui, ok. Comme souvent, c'était une expérimentation, c'était un peu. Donc on Confidentiel, n'avait ouais. pas vraiment le droit de dire qu'on travaillait avec eux. Ce qui est un peu compliqué quand tu fais des sales, c'est que les gens Bah, demandent des complètement, ouais. références. Donc on a mis 6-7 mois à avoir notre deuxième client. Ok. Et la première année, c'était un peu dur parce qu'on avait quelque chose qui marchait. Mais ouais, quand tu as juste un hôpital, c'était quasiment gratuit ou presque. Ok. Donc c'était un peu. Ouais, la première année, c'était compliqué. Et au bout d'un an, on a commencé à avoir notre premier hôpital à Berlin. Et après, il y a eu un cercle assez vertueux à Berlin. On a eu très vite 15 hôpitaux en quelques mois. Donc c'était cool. C'est intéressant d'un point de vue stratégique. Est-ce que pour une start-up, qu'elle soit en France, en Allemagne, en Belgique, etc., est-ce que tu lui conseillerais de s'attaquer directement à la capitale ou de commencer peut-être en province? Si on parle de start-up qui adresse des hôpitaux. Alors, vendre à des hôpitaux,
c'est dur, ça prend beaucoup de temps. Et je pense que malheureusement, la seule stratégie, c'est de tout essayer en même temps parce que les cycles sont si longs. Enfin, 6 mois, c'est bien pour vendre un hôpital. Donc, moi, je regarde plus la marketplace et j'essaie toujours de dire aux sales, ce serait pas mal si vous pouviez trouver un hôpital dans cette région. Mais en fait, on est obligé d'être complètement opportuniste, D'accord. plutôt que stratégique dans le processus de vente, toujours maintenant. Donc, faut juste trouver un premier client, souvent par des contacts en interne. Mais j'ai pas vraiment de recette miracle pour ça. Je te poserai la question juste Mais, après sur la mais c'est partie vrai écosystème, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'est vrai qu'en France, on a commencé à Paris aussi avec une très grosse chaîne, la plus grosse de toutes. Donc peut-être qu'on commence avec les capitales, effectivement. Bah, c'est une bonne idée, mais du coup, je te poserai aussi la question sur les cycles, de savoir si les cycles ils sont plus longs en Allemagne qu'en France. Je vais te la poser juste après. Mais très intéressant, ce qui est intéressant aussi dans ce genre de podcast, c'est de voir ce qu'on aurait pu faire ce que tu aurais pu faire de mieux. Donc, qu'est-ce que tu aurais fait de mieux si tu devais relancer Ricoh aujourd'hui en Allemagne? Du coup, ce que j'ai un peu expliqué, on fait vraiment de la coordination en diverses structures de santé. Et en fait, le problème, il est un peu infini. Donc, on vend principalement aux hôpitaux, parce que c'est là où il y a plus de volume. Ok. On vend aussi aux assurances en Allemagne. On reparlera de l'écosystème qui est un peu différent là-dessus. Et en fait, donc on a commencé sur tout ce qui était soins, maison de retraite, soins à la personne, à domicile. Puis après, on est passé sur éducation. Je pense qu'après, on est un peu parti et ça marchait toujours très bien. Donc on s'est dit, c'est parfait, on a un modèle qui marche parfaitement, donc on va étendre à plein de nouvelles verticales. Ok. Donc on a fait transport, on a fait matériel médical, on a fait transfert d'hôpital à hôpital. Et en fait, on a commencé à avoir des problèmes sur la marketplace, puisqu'en fait, nous, à chaque fois, il faut qu'on crée le réseau. Ok. Donc, si on commence à Berlin, il faut qu'on démarche toutes les structures de santé en leur disant on a ces 5 hôpitaux qui veulent vous envoyer des patients. Est-ce que vous voulez être sur la plateforme? Ça prend du temps, ça coûte aussi de l'argent. Et en fait, on a un peu trop complexifié toutes les choses. Puis il y a eu le Covid, où les hôpitaux ont un peu pas fermé la porte, mais ils avaient autre chose à faire que digitaliser des process, ce qui est parfaitement normal. On a eu un peu 1 an ou 2 où tout devenait un peu trop compliqué, les choses n'avançaient pas. Ok. Là, on est un peu en train de restructurer ou en tout cas de rationaliser un peu notre offre. Ok. Donc je pense que c'était vraiment un peu le hubris en se disant c'est bon, on a un truc qui marche bien, on peut tout faire maintenant. Et du coup, comment tu prends Et la ça, décision de dire que finalement, c'est peut-être pas une bonne idée de partir sur telle ou telle verticale parce que tout simplement, ça défocus les équipes, c'est des sujets qui sont peut-être complètement différents, des interlocuteurs complètement différents. Comment vous prenez cette décision de dire, bon, allez, on coupe cette verticale ou on la met en pause maintenant? En fait, notre stratégie de plus en plus, il y a toujours un besoin de communication. Ça, on fait ça très bien. Qui est assez compliqué parce qu'en fait, on parle de structures de santé qui ont très peu de façons de communiquer les unes avec les autres, qui n'ont pas forcément envie ni besoin, parce que si on regarde les gens dans une même entreprise, ils ont des raisons d'être sympas ou cordiaux Entre eux, ouais. les uns avec les autres. Mais si on a 2 boîtes, c'est très différent et c'est un peu ce qui se passe, en tout cas, un peu comme ça que je le vois, c'est un peu ce qui se passe si on a Ouais, il y a différentes boîtes, tout le monde est stressé, ils n'ont pas forcément intérêt à bien s'entendre, plus que nécessaire. Du coup, c'est vrai quand on arrive et qu'on dit maintenant vous pouvez communiquer comme ça, et ça marche, c'est aussi sécurisé, parce on a décidé de faire du chiffrement de bout en bout depuis 4 ans, ce qui est compliqué, mais je pense nécessaire. Dans la Et là, santé, pour oui, durer. et surtout dans la santé, ouais. Ouais. Non, j'étais assez content que Doctolib décide de passer sur du end-to-end aussi, parce que Ok. je pense que c'est vraiment la bonne voie. Enfin, pardon, je diverge.
Et ce qui nous prend du temps, c'est de démarcher les réseaux, c'est de construire des interfaces de part et d'autre, parce que tout le monde a beaucoup de contraintes et de demandes sur à quoi ressemblent les choses. Il faut que ça s'intègre bien dans leurs outils, ce qui est normal. Donc nous, on est de plus en plus sur une stratégie où on fait des SDK ou des API, et en fait, on s'intègre avec des logiciels existants, D'accord. plutôt que s'intégrer en direct avec des structures de santé. D'accord, donc si je résumais, donc en gros, vous avez une structure qui va envoyer des patients, du coup, eux, vous leur installez, entre guillemets, votre solution. Par contre, toutes les structures qui vont recevoir, ça va être des choses beaucoup plus légères. Ou en fait, on s'intègre avec D'accord, un logiciel qui a 50% de part de marché. Ils d'accord. peuvent recevoir la requête directement dessus. Ok, Et même d'accord. côté adresseur, en fait, c'est un peu la même idée. Ok, d'accord, très clair. Et autre grosse question, justement, là, je t'ai posé la question des défis du début. Donc, tu m'as parlé justement du fait d'aller vendre dans les hôpitaux, les cycles longs, etc. Quels sont les défis que vous avez aujourd'hui? Est-ce que si tu devais choisir entre des défis de financement, des défis techno ou des défis recrutement, lequel tu choisirais? Je pense que sur le produit, en tout cas, notre principal problème, c'est on est les first movers et on a inventé un peu ce qu'on fait. Quelque chose d'assez cool et qui arrive rarement, c'est il y a 2 ans, enfin 1 an et demi, le gouvernement allemand a passé une loi de digitalisation des hôpitaux. D'accord, Et ce qui fait partie de la loi, c'est une clause qui force tous les hôpitaux à acheter une solution comme la nôtre. Donc ça, d'accord. je prends ça comme un compliment d'avoir C'est vous, une loi qui force. tu penses que c'est vous qui l'avez initié cette loi? Euh, on, disons que les gens qui ont créé la loi nous connaissent, savent ce qu'on fait, et je pense que au très haut niveau, au niveau du gouvernement, les gens croient beaucoup à la digitalisation. Aussi, ce qu'on a vu avec le Covid, c'est que bon, avec le Covid, on avait ce problème. Les gens ont découvert qu'on ne savait pas combien de places il y avait disponibles dans un hôpital. Et ça, c'est vrai partout. Même en clinique de rééducation, personne n'est incapable de dire s'il y a 3 ou 4 lits disponibles dans une structure de Ok. santé en général. Et du coup, tout le monde s'est dit, il faut que ça change. Donc, Donc, ok, donc pardon, je m'en suis perdu. non, je t'ai posé justement la question des défis que vous aviez actuellement. Donc, du coup, on va dire le défi Oui, réglementaire, il est résolu, entre guillemets. Et donc, oui. du coup, c'est Donc, sur quoi que vous avez et plutôt donc, les en défis, fait, ouais. le gouvernement, tout le monde veut digitaliser, mais après, les gens qui travaillent au jour le jour, c'est un peu plus compliqué parce que ils font la même chose depuis 20 ans, ils utilisent le fax. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué d'arriver et dire maintenant, il faut utiliser une solution digitale pour nos utilisateurs actuellement. Parfois, ils comprennent, parfois, c'est un peu plus compliqué, ce que je conçois tout à fait. Donc, c'est vraiment cette digitalisation qui, pour moi, est très dure, parce qu'à chaque fois qu'on commence dans un nouvel hôpital, faut recommencer ça. Ok. Et c'est vraiment sur le produit, ça change tous les mois, c'est de mieux en mieux, mais c'est vrai que je pense que c'est un des gros problèmes qu'on voit. Ok. L'autre, qui est lié à la loi, c'est que c'est de l'argent public, donc on fait des appels d'offres à longueur de journée, ce qui est c'est assez drainant parce que faut remplir des pages et des pages. C'est pas du tout systématique, donc ça prend beaucoup de temps. D'accord. Je m'en occupe pas, j'ai cette chance. Mais, euh, mais ouais, non, enfin, les appels d'offres, c'est un peu compliqué. Ok, hyper intéressant que tu abordes justement le côté sensibilisation dans les hôpitaux, donc le fait de sensibiliser à votre solution. Je sais que j'ai parlé avec des entrepreneurs en France qui me disent que en France, finalement, l'un des plus gros problèmes pour sensibiliser, c'est tout simplement le temps des soignants, parce qu'ils n'ont pas le temps de recevoir, ils n'ont pas le temps de se former sur ces thématiques-là. Est-ce que, justement, tu as développé, toi, une sauce secrète pour sensibiliser plus rapidement vos futurs clients à vos solutions et les convaincre, entre guillemets, que il faut utiliser une solution comme Requier? Euh, on- je pense que l'onboarding, c'est primordial et c'est vraiment essayer d'expliquer et que les gens comprennent pourquoi. Et après, essayer de trouver des outils qui permettent de gagner du temps parce que c'est facile de dire il faut de la transparence, il faut que ce soit documenté, donc il faut utiliser un outil plutôt que le faire à la main.
si les gens n'ont pas le temps, il n'y a pas cette habitude. Ouais. Je pense que, comme tu dis, les gens sont surmenés et c'est impossible de forcer tout le monde. On peut, mais je ne pense pas que ce soit la vraie façon. Par exemple, ce qu'on a fait donc en France, on fait principalement du transfert d'urgence dans d'autres hôpitaux. Donc un patient qui va aux urgences, qui a besoin d'une opération du cœur, il n'y a pas de place dans le service de l'hôpital en question, qui doit être transféré dans une autre structure. Et du coup, les receveurs ici sont des médecins. Et les médecins, on a développé une application mobile pour eux. Et en fait, ils peuvent regarder les demandes quand ils vont quand ils sont on the go, euh, quand Ouais, quand ils se ils vont d'un déplacent patient n'importe à où. Ok. l'autre et répondre à ces demandes plutôt qu'aller voir la secrétaire et regarder les profils. Donc pour eux, ça fait vraiment gagner du temps D'accord. et ça marche. Ouais, donc finalement, c'est la capacité à simplifier vraiment tout simplement la vie du médecin, la vie du professionnel de santé, quoi. C'est que tu te mets à sa place et tu te dis comment intégrer ma solution pour que ça soit le plus indolore pour lui. Mmh. Totalement. Et aussi, je pense que d'avoir des tablettes ou des téléphones, c'est quelque chose d'assez primordial. Nous, parfois, on a des cas où on a une assistante sociale qui se déplace toujours voir des patients. Et le seul endroit où elle peut utiliser Ricker, c'est sur son ordi fixe, qui est dans un sous-sol. Elle y va une demi-heure par jour. Donc, en fait, elle peut répondre à ses demandes qu'une demi-heure par jour. D'accord. Donc, le système est lent. Si elle avait une tablette, elle pourrait répondre quasiment instantanément. Ok. Est-ce que vous avez des enjeux de financement? Ça, c'est une question que je me posais, c'est de savoir si l'accès au financement était peut-être plus simple en Allemagne qu'en France. Je, euh, le financement public, je pense qu'en France, avec ce que fait BPI France, c'est dur de rivaliser, en tout cas, de mon point de vue, qu'il n'y a pas accès, ça a l'air assez cool. Donc, en général, je trouve l'écosystème français très intéressant. On a principalement des investisseurs privés D'accord. qui viennent du milieu de la santé. Euh, on n'a pas de problème de financement. On a aussi parce qu'on réussit très bien. On est une des rares boîtes qui marche vraiment bien dans le milieu hospitalier en Allemagne. Donc tout le monde nous connaît et savent la Parce que difficulté de ce qu'on fait. vous avez levé combien d'argent pour l'instant? En fait, on a fait beaucoup de petites levées, mais je dirais autour de 4-5 millions, je pense. D'accord, ok. Ok, finalement, c'est parce que du coup, vous êtes quand même une grosse équipe, vous êtes rendu à 40-50 personnes quand même déjà. On est 65. 65, excuse-moi. Ah oui, donc oui, Ouais. finalement, c'est pas un montant levé énorme, donc c'est-à-dire que vous avez vraiment une solution qui fonctionne et contrairement à d'autres startups, vous êtes rentable tout simplement, quoi. On n'est pas rentable, mais on n'est pas très loin. Ouais. Et Ok, on essaie de rester frugal, ce qui est bien. ok, bah c'est hyper intéressant. Et grosse question pour finir justement sur cette partie sur Ricker, est-ce que Ricker aujourd'hui, ça ressemble à ce que tu avais en tête quand tu t'es vraiment lancé sur Ricker? Pas la boîte d'avant, mais quand vous avez décidé, ok, on fait le pivot, on se lance sur Ricker, et du coup, est-ce que ça ressemble à cette décision d'il y a 5 ans après Noël? Euh, j'ai aucune idée. J'avais, je pense que c'est déjà assez. Je suis assez fier que la boîte soit toujours là au bout de 5 ans. Parce qu'il y a eu, ouais, il y a eu des hauts et des bas. Non, je pense que la boîte a beaucoup plus grossi. On a eu beaucoup plus de succès que ce qu'on pensait, parce qu'on a vraiment toutes les chaînes en Allemagne. On travaille avec toutes les grosses assurances. On a aussi, pour en parler, on a des discussions avec des agences gouvernementales pour discuter du futur du cloud et de la santé en Allemagne. D'accord. Donc ouais, non, c'est beaucoup plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. Ok, ça c'est trop bien. Il faudrait que tu puisses regarder, avoir accès à ton pitch deck d'il y a 5 ans pour voir si tu pitches ça différemment d'il y a 5 ans. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est cool de voir ça. Et donc maintenant, les fameuses questions sur l'écosystème, parce que ça, c'est une partie qui va intéresser beaucoup nos auditeurs, qui se posent la question de savoir comment ça fonctionne en Allemagne et quelles sont peut-être les différences. Et donc, la première grosse question, c'est quelles sont les spécificités du modèle allemand, de l'écosystème allemand que tu peux observer par rapport au modèle français dans lequel vous êtes en train de vous implanter? Je pense que la grosse différence, c'est
comme souvent, c'est que la France, c'est la majeure partie c'est très centralisé, alors que l'Allemagne est un pays fédéral, et aussi sur la santé. Donc, il y a un ministre de la Santé par État qui légifère, pardon, je perds un Légifère. peu mes mots, légifère, merci, qui légifère indépendamment, ce qui crée beaucoup de complexité, parce que, et qui pour moi freine beaucoup la digitalisation. Euh, Quelque chose d'autre d'assez intéressant, c'est sur les assurances. Donc en France, il y a la Sécu avec ce remboursement universel, plus les mutuelles. En Allemagne, il y a juste un niveau d'assurance, mais les assurances ont été privatisées. En tout cas, il y a 150 assurances en Allemagne Ok, wow. qui ont aussi des contrats différents et qui sont soit publics, soit privés. Et privées, ça marche exactement comme les États-Unis. Donc, elles ont leurs fonds propres et leur but, c'est que les gens soient pas malades. Et s'il y a trop de gens malades, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment des assurances privées. Et après, il y a un système public euh, où il y a encore 60-70 assurances. D'accord. Plus beaucoup d'assurances qui sont, en gros, chaque grosse entreprise en Allemagne est obligée de créer une assurance. Par exemple, Audi, ils ont une assurance qui s'appelle Audi BKK et la majeure partie de leurs employés sont là-bas. D'accord, ok. Ah oui, donc ouais, ça force à coller à tous ces modèles différents, ça doit être assez complexe, hein. Ouais, et en fait, c'est aussi une raison pour laquelle on est là, c'est que c'est très compliqué de savoir où s'adresser, parce qu'il y a, nous, quand on veut lancer un nouveau produit, une nouvelle verticale, typiquement transport, les modèles de remboursement sont absolument différents d'un État fédéral à l'autre. Et même la légalité de ce qu'on fait, c'est quelque chose qu'il faut qu'on vérifie État par État. D'accord. Donc ça, Ah oui, c'est compliqué, un on va un dire. sacré challenge. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais du fait que l'Allemagne était moins digitalisée que la France dans les hôpitaux. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris parce que de mon point de vue, quand on parle de l'écosystème européen, on cite souvent le Royaume-Uni et l'Allemagne en tant que leader sur l'écosystème health tech. Donc quand tu m'as dit ça, ça m'a surpris. Comment tu peux l'expliquer? Et oui, pourquoi? Il y a un amour du fax en Allemagne Ok. qui est compliqué à expliquer. Et en général, des papiers. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de papiers, beaucoup de procédures. Ils sont très à cheval là-dessus. Les stéréotypes sont vrais. Et ouais, c'est le fax. C'est assez, Et c'est un peu effrayant parfois. comment tu peux expliquer ce décalage entre ce que moi j'ai pu entendre sur le podcast, ce que j'ai pu percevoir, Mhm. qu'on considère l'Allemagne un peu comme le leader, comme dans beaucoup de domaines en Europe, comme le leader en santé, alors que finalement tu me dis le contraire. Je pense qu'ils ont beaucoup sur tout ce qui est life sciences. Je pense qu'ils sont très bons. Ok, Donc il y a beaucoup de grosses boîtes qui font ça. Moi, je suis vraiment sur du processus avec les hôpitaux. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez différent. Donc, nous, on a vraiment un produit de coordination avec les contraintes de la santé. Euh, et ça, je pense qu'il y a. J'ai vraiment l'impression que la France est très en avance d'accord. sur l'Allemagne de ce point de vue-là. Mais ça, c'est très intéressant de savoir si, combien, pas combien, parce que du coup, je pense que c'est compliqué de me donner un chiffre, mais quelle est la taille de cet écosystème health tech et plutôt digital health en Allemagne? Est-ce qu'il y a beaucoup de startups? Je sais qu'en France, ça explose de partout. Il y a des startups de e-santé qui sortent toutes les semaines, des projets de e-santé qui sortent toutes les semaines. Est-ce que c'est le cas en Allemagne ou est-ce que justement, vu que c'est beaucoup plus complexe, vu que c'est encore, comme tu dis, l'amour du fax, etc., l'amour du physique, du papier, est-ce que ça freine tout simplement les entrepreneurs santé à se lancer en Allemagne? J'ai envie de dire que oui. Après, je suis principalement sur le secteur des hôpitaux. Ce que je vois, c'est que toutes les boîtes qui se créent dans le secteur des hôpitaux en Allemagne, c'est souvent des gens qui viennent du secteur ou qui ont travaillé pour des boîtes attachées. Donc, c'est rarement des gens externes qui se disent tiens, je vais créer une boîte dans la santé et y arriver. Je pense qu'il y a un peu plus de barrières à l'entrée, mais encore, c'est vraiment sur les hôpitaux qui est un secteur Très particulier. très particulier. D'accord, ok, ça c'est vrai que c'est très fort. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer justement la compétitivité au niveau européen pour que l'Europe, l'Union européenne soit compétitive vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis des États-Unis? Est-ce qu'il y a des connivences à avoir entre l'Allemagne, la France et d'autres pays européens? Mhm. Un autre aspect de l'Allemagne, c'est qu'ils sont très, très, très à cheval sur tout ce qui est cybersécurité et data protection. Ok,
En tout cas, les hôpitaux qui sont en général des structures très conservatrices, ce qui est tout à fait normal. Enfin, on ne veut pas vraiment que les hôpitaux se fassent hacker, donc c'est très bien. Mais j'ai discuté avec pas mal de startups françaises qui s'implémentaient en Allemagne et qui étaient choquées par le nombre de demandes et de certifications à avoir. Là, on est en train de passer une certification ISO qui est en train de devenir un requirement, La norme, ouais. une norme. Donc c'est vraiment cette partie aussi est dure quand on vient de France en Allemagne. Et en général, c'est que toutes les règles, et même nous, quand on est allé d'Allemagne en France, on s'est dit bah, ça va être plus simple. Mais en France, par exemple, ils sont beaucoup plus attachés à tout ce qui est RGPD, moins sur la sécurité des données patients. Et en fait, on a un peu l'impression que tous les écosystèmes évoluent de façon différente, ce qui crée beaucoup d'insécurité sur est-ce que ce qu'on fait est pérenne, est-ce que ça va rester dans 1 ou 2 ans. D'accord. Je pense qu'avec le Covid, aussi avec tous les problèmes géopolitiques, tout le monde se dit bah, il faut sans doute nationaliser ou avoir ce contrôle sur ce qu'on fait. Mais pour avoir un écosystème européen, c'est très très compliqué. Et nous, c'est ce qu'on a vu en allant d'Allemagne en France. On a dû changer pas mal de choses et nos avocats ont dû plancher assez longtemps pour savoir comment est-ce qu'on pouvait tout formuler. Est-ce que tu dirais que c'est plus simple de se déployer en France qu'en Allemagne? Je pense, mais je suis aussi français, donc ça, il y a aussi plein de choses qui sont peut-être qui me semblent un peu acquises d'une Ok. certaine façon, parce que je suis habitué à ces concepts. En Bah tout cas, peut-être sur tout maintenant, ce qui est data protection, je ne sais pas oui. si vous arrivez à identifier la différence de déploiement entre la France et l'Allemagne aujourd'hui. Est-ce que du coup, il y a Alice d'un côté qui est en train de gagner le concours? Est-ce qu'il y a Charles de l'autre côté qui gagne la course, entre guillemets? Est-ce qu'il y a une course de celui qui signera le plus d'hôpitaux en un mois? Comment ça fonctionne? Ouais, Alice en France, c'était un peu compliqué avec le Covid au début, mais là, on Ok. est sur un cycle de vente qui est bon. Et en tout cas, ce qu'on Ok. voit, c'est qu'il y a ça s'ouvre et on a de plus en plus. Donc, on est qu'à Paris actuellement et on a des hôpitaux qui arrivent ouais, quasiment très souvent. Toutes les semaines. Donc, ça marche bien. Ok, trop bien. J'aimerais, presque. Bah, c'est ce qu'on te souhaite. Et une petite dernière question toujours sur cet écosystème. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui viendrait s'installer en Allemagne? Un entrepreneur français, un entrepreneur health tech, donc santé, qui souhaite s'installer en Allemagne. Est-ce que tu peux nous faire un petit guide en 3 étapes? Je pense que trouver quelqu'un qui a des contacts et de l'expérience dans le secteur, c'est nécessaire. C'est un secteur qui est très compliqué. Bon, il y a toujours certaines parties que je comprends pas trop. Ok. Et vraiment avoir quelqu'un qui comprend comment ça marche, euh, c'est la première chose à faire. Euh, Aussi du réseau. Il y a quand même beaucoup de réseaux, sans doute comme un peu partout. Mais ouais, ça ouvre vraiment ouvrir des portes. Et c'est ce qu'on a vu nous aussi en allant en France. Les gens nous disaient c'est cool votre solution, vous avez 250 hôpitaux en Allemagne, mais est-ce que ça va marcher en France? Et il y a toujours le fait d'avoir un modèle qui marche dans un autre pays sur la santé, vu que tout est très spécifique et que les gens connaissent mal ce qui se passe ailleurs, c'est le premier, c'est dur. Deuxième point, sécurité. C'est vraiment, je pense que pour vendre à des hôpitaux, il faut l'IT. C'est une des parties à soigner le plus. Donc nous, on a vraiment bâti la majeure partie du produit pour rendre les IT heureux. Donc ils regardent Ok. un truc, il fait OK, c'est chiffré de bout en bout. Euh, vous avez des concepts pour à peu près tout. Vous avez des avis d'avocat sur tout le reste. Donc vraiment mâcher le travail de l'IT, je pense que c'est un gros début parce que ça peut bloquer. C'est dommage de faire tout ce travail de vente et d'avoir des gens qui veulent pour après avoir l'IT qui dit c'est n'importe quoi ce que vous faites, souvent à raison.
Donc ça, nous, on a failli perdre un contrat ou deux. On s'est fait auditer. Ok. Disons que on a appris beaucoup de choses en une journée. Mais c'est hyper intéressant ce que tu donnes là, ce que tu dis là, parce que c'est vraiment du conseil très concret. C'est souvent ce que je demande sur le podcast, et des fois c'est compliqué de donner un conseil concret. Mais là, c'est vraiment extrêmement concret ce que tu dis, de construire un produit qui plaise à l'IT. Et ça, ça, je peux que te remercier pour ce vrai conseil, quoi. Et après, effectivement, trouver des utilisateurs qui veulent pousser le produit. C'est toujours un peu compliqué de savoir si on veut avoir le management qui pousse ou les utilisateurs qui utilisent. Il faut les deux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a que le management, en tout cas dans les dynamiques de travail au sein des hôpitaux, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas le boss force tout le monde à utiliser quelque chose. Il faut vraiment que les utilisateurs aient envie d'utiliser le produit. Ok, top. Bah, vraiment, merci pour ces conseils-là. Et donc, pour finir cet épisode, je vais te poser quelques petites questions plutôt sur toi, sur comment tu entreprends. Et une première question, quelle est ta plus grande fierté avec Ricaire? Je pense que c'est cette loi de digitalisation des hôpitaux. Tu l'as mis dans ta chambre, il y a on un a parlé. cadre qui... C'est un nom allemand accouché dehors souvent. Mais ouais, non, c'est quand même un aboutissement qui est assez incroyable. Et aussi, non, de voir que la boîte fonctionne sans qu'on ait à s'occuper de tous les détails. Ok, Parce je suis parti en vacances 3-4 semaines le mois dernier, tout s'est bien passé. Et ok. c'est cool d'arriver à ce stade où tout le monde sait ce qu'ils ont à faire et on n'a pas à pousser et essayer de regarder tous les détails Ok. dans tous les côtés. Ouais. C'est un petit peu le niveau 2 de l'entrepreneur. C'est quand tu arrives à pouvoir prendre du recul sur ta boîte et que tu sais que dans tous les cas, tu as une confiance absolue dans tes équipes. Hein. Autre grosse question, si tu devais relancer une boîte en santé aujourd'hui, qu'est-ce que tu relancerais? Et tu peux pas dire Ricaire, évidemment. Ça peut être en vrai, ça peut être soit une boîte qui existe sur le marché et donc tu te dis waouh, c'est vraiment trop bien ce qu'ils font, j'aimerais avoir lancé ça, ou une idée qui n'existe pas et du coup que tu pourrais donner en off à nos auditeurs. Je pense que ce que fait Lifan, c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait, ils veulent, en tout cas, la dernière fois que je leur ai parlé, c'était ça, ils veulent vraiment faire une espèce de marketplace d'App Store au sein des hôpitaux où on puisse ajouter des applications en 2 clics, gérer les permissions, tracer les données qui sont transférées. Et ça, en fait, je trouve ça génial parce qu'en fait, nous, dans chaque hôpital, il faut qu'on déploie un serveur dans leur réseau qui se connecte à leurs interfaces. Tout est fait de façon un peu ad hoc. Ça prend du temps et ça crée aussi un risque pour eux. Donc, c'est vrai que je trouve l'idée assez géniale. Et en général, je suis très poussé pour des API et essayer de rationaliser les échanges. Ok. Parce que c'est quelque chose de nécessaire, en fait. Et je reviens sur mes histoires. On est toujours dans des situations où on veut envoyer un formulaire officiel à des cliniques de rééducation, mais personne ne veut statuer sur le format. D'accord. Ouais, donc il faudrait rationaliser tout ça, quoi. Ouais, et ça, c'est vraiment, je pense que c'est la base. À partir du moment où il y a des contrats clairs sur à peu près tout, les choses iront beaucoup plus vite. Ok, c'est ce qu'on souhaite. On espère que tout ça va se rationaliser pour justement faire accélérer la santé et guérir toujours mieux, accompagner toujours mieux les patients. Avant-dernière question, tu l'as dit en intro, ce qui te passionnait dans la vie, c'était un petit peu d'apprendre beaucoup de choses, de creuser plusieurs sujets. Et donc, quel est le domaine sur lequel tu es en train de monter en compétences actuellement? Ça peut être professionnellement ou même peut-être perso. Cybersécurité, ça a été quelque chose, j'avais aucune connaissance, mais ouais, comme j'ai dit, on a passé cette norme ISO 27001, donc j'ai dû tout apprendre sur le sujet. C'était pas, je me serais jamais imaginé devenir expert en cybersécurité et vraiment en IT. À Criteo, il y avait toujours un peu cette pas ces rivalités, mais il y avait vraiment l'IT d'un côté et les développeurs de l'autre. Et c'est vrai que devoir passer de l'autre côté et
devoir mettre en place des gestionnaires de mots de passe et vraiment gérer toute la sécurité au point de vue infra. J'ai dû apprendre plein de trucs. Et il y a beaucoup de choses intéressantes. Ok, c'est vrai que ça va être un gros sujet, je ne les maîtrise pas. Moi, je suis pas du tout du côté tech. Mon associé, il l'est, mais pas moi. Et petite dernière question, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose durant cet épisode? Je suis pas là comme ça, je crois pas. Ok. Non. Bah parfait, du coup, bah c'est bon, ça veut dire que j'ai posé toutes mes questions. En tout cas, merci beaucoup Charles pour ta bonne humeur et puis pour nous avoir parlé de Ricoeur. Et puis on espère que vous allez faire un carton en France, tout simplement. Bah ouais, moi aussi. Et merci beaucoup, Mariadak. À très bientôt. Ciao.